Alors les choses sont en train de tourner de manière curieuse. Le postier du village, vous savez, du village voisin, très gilet jaune, est allé voir Gustave, notre anarcho-bouquiniste, et d'après ce que j'ai compris, il lui a raconté qu'il était à tuer à toi avec des têtes d'affiche du mouvement des Gilets à Paris, parce qu'il avait discuté avec eux, place de la République. Du coup, j'ai senti que Gustave était tenté d'aller parler avec l'une ou l'autre de ces figures de pro, et il a dit quand est-ce que tu y retournes? C'est-à-dire, a-t-il répondu, la première fois j'étais avec Julien et son fourgon, mais il a un collègue qui va faire le même trajet samedi et qui a des parents à Rungis. Et Gustave me dit, à moi, ça te tenterait de venir avec nous? Et là, comme un idiot, je lui dis, non, je peux pas, je passe une semaine au service de ce vieux monsieur, là, tu sais. Et j'aurais dû réfléchir et lui dire que j'avais affaire au village, parce qu'il me dit, mais ton vieux monsieur, c'est justement à côté de Rungis qui se trouve. Et là, j'étais coincé. Du coup, Gustave a envisagé sérieusement d'y aller, dans le but de donner des conseils d'agitation non violente aux têtes de file des vrais gilets jaunes, pas ceux qui se font acheter, et il m'a fait bénéficier de ses idées de trublion et d'ex-gauchiste. Et au fond, dans son passé anarchiste, la chose qu'il avait le plus aimé, c'était ça, c'était faire preuve d'imagination par les slogans, les coups de communication. Il disait, il faut créer l'événement, il faut faire réfléchir les gens en faveur de ce que tu as à défendre, il faut mettre l'opinion de ton côté par des actions spectaculaires qui n'abîment rien, mais qui mettent l'adversaire complètement dans l'embarras. Et alors, lui dis-je, tu as des idées? Ma question était un peu inquiète parce que s'il voulait vraiment que je prenne le RER avec lui pour me mêler à la foule un samedi et pour rencontrer les chefs des protestataires, je préférais savoir d'abord ce qu'il allait leur suggérer. Donc je vous fais un peu le rapport. La première idée qu'il a eue et qui m'a frappé, c'est qu'il voulait suggérer aux dirigeants de lancer un mot d'ordre « Attention, les gilets orange arrivent en signe de colère » pour montrer qu'on montait d'un cran dans la couleur, donc dans l'énervement. Moi, si j'étais eux, je dirais, faites des provisions de gilets orange pour marquer une journée particulière dans les prochaines semaines. Mais moi, j'ai trouvé ça compliqué. Et puis un peu cher, parce que les gilets orange et rouge sont quand même plus rares et un peu chers, mais bon. Ensuite, et là, j'y ai cru davantage, il a eu l'idée des pneus avant gauche peints à la craie jaune ou à la peinture de chantier jaune, de sorte que toutes les voitures qui quittaient le stationnement iraient porter la bonne parole ailleurs, c'est-à-dire attirer l'attention par une anomalie visuelle, parce qu'un pneu qui porte comme ça un cocard blanc ou jaune, ça se voit tout de suite au feu rouge. Mais surtout, il a théorisé ses méthodes en me disant, dans l'affrontement, le gouvernement veut aller très loin, il veut empêcher les gens de sortir, de manifester, de quitter leur ville les jours de manif. Il les envoie même en prison pour un appel à manifester. Donc nous sommes entrés dans une logique de résistance et on ne va pas résister en faisant le coup de poing à notre tour, c'est ce qu'ils veulent. Il faut résister en faisant des coups de pub plutôt que des coups de poing. Le sabotage visuel n'est pas puni par la loi et le coup des pneus peints est très difficile à réprimer. Mais surtout, comme nous sommes entrés dans une espèce de guerre de l'information, c'est là qu'il faut frapper, me dit-il, et il y a plein d'autres méthodes. Par exemple, nous a-t-il dit encore, moi je suis très étonné, alors que la moitié des télés du monde tournent pendant les incidents et que les touristes font des selfies devant les cortèges, que personne ne songe à faire des slogans en langues étrangères du genre « Aidez-nous, notre président est devenu fou ». Alors je lui dis, mais tu vois vraiment une banderole en tête de cortège disant « Macron, give your people a break ». Il me dit, mais pourquoi pas? Il faudrait ça aussi en espagnol, en chinois, en russe. Le but du jeu, c'est d'être vu sur les photos de presse internationales. Les télés françaises ne montrent rien. On a vu qu'elles étaient capables d'effacer Macron d'émissions en arrière-plan. Elles ne disent pas qu'on entend partout Benalla en prison. Ben, qu'à cela ne tienne, on n'a qu'à le dire en anglais pour se retrouver en une du New York Times. Mais je vais même te dire, il y a encore mieux, et là il me sort son arme secrète, dont je lui ai emprunté une copie, il me montre un code QR, que l'on envoie un peu partout, et il me dit, avec les beaux jours, tu fais faire des milliers de t-shirts comme ça avec un code qui dit quelque chose, et les gens dans le monde entier n'ont qu'à scanner le code avec leur téléphone quand ils voient les photos dans la presse ou sur Internet, et ils obtiennent sur leur écran une phrase, une image, un site Internet. Je lui demande ce qui est écrit derrière ce code, il me dit sur celui-là, il y a juste marqué « dégage ». Tu peux vérifier, du coup vous aussi vous pouvez vérifier en passant votre lecteur de code sur l'écran, mais imagine que les magazines du monde photographient une fille dont le gilet porte un code QR qui dit « Peuple de tous les pays, rejoignez-nous », etc. Et on n'a qu'à passer son téléphone sur le carré dans la photo à l'aide d'un programme gratuit et hop, une phrase apparaît. Je lui dis, c'est quand même un peu long tout de même comme phrase pour tenir dans un si petit carré. Il me dit non, on peut mettre un texte entier. En tout cas, si tu empruntes les voies de la résistance au lieu de celles de l'affrontement, les possibilités dans ce domaine sont infinies. Et je te parle pas des pochoirs, des tampons. On peut tout dire, on peut tout écrire à la craie, le nom de liberté, comme dans les poèmes d'Éluard. On peut tout faire passer comme message pour submerger l'adversaire. En attendant, il veut expliquer ça au chef du mouvement samedi. Il dit qu'il faut qu'ils deviennent les Gandhi de l'âge numérique. Ça m'étonnerait que ça marche, mais je vous raconterai. Je pense que je vais y aller avec lui. Abonnez-vous, merci.
Une fois de plus, je dois à Gustave, à sa psychologie instinctive, d'avoir mieux interprété ce qui arrive en France et surtout jusqu'où ça peut aller. C'était ça notre sujet de discussion l'autre jour. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que la perspective d'envoyer une liste européenne sera suffisante pour faire taire les fameux gilets jaunes? Et surtout, est-ce que, dans son bon sens d'ex-spécialiste de l'action de gauche, il pouvait deviner comment allait tourner cette histoire de grand débat national qui sentait quand même un peu son enfumage? Dans le genre, je vais vous expliquer pourquoi, on va rien changer. Et là, il me dit, et là, je t'arrête tout de suite, l'opération liste jaune européenne, ça ne marchera jamais. Il te dit, ça va faire 15%, mais c'est un sondage bidonné. Les gens du rond-point d'à côté et tous les autres considèrent ça comme une idiotie. Et d'ailleurs, à propos d'idiote, j'ai oublié son nom, il y a cette fameuse traîtresse, là, ils n'ont pas oublié, il y a 15 jours, elle voulait toucher un salaire à la télévision, et maintenant, la voilà tête de liste. C'est n'importe quoi. C'est comme aussi l'autre folle, me dit-il, qui nous faisait des selfies en gros plan au début. Elle avait un petit visage de faux cul, déjà, celle-là, je la sentais pas dès le départ. Et ben, ça n'a pas manqué. Il y a 15 jours, elle lance un appel à ne pas manifester. Et là, elle t'annonce qu'elle adhère au parti de Macron ou qu'elle fonde le sien, je ne sais plus. Tu vois, me dit-il, il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour que je dise là un truc misogyne. Je dis, ah, si tu le dis, ce sera inutile car je ne pourrai pas le reproduire. Dis-moi plutôt ce que tu en conclus. Là, il me dit, j'en conclus que le pouvoir est aux abois pour essayer de noyauter comme ça ses ennemis de façon aussi grossière, pour envoyer une ministre dans une émission de taré qui fait poète-poète aux invités. Tout leur est bon. On a parlé aussi, tu te souviens, de cette femme du président qui devait aller chez Drucker, mais apparemment la ficelle était trop grosse. L'Élysée a certes compris qu'il était en danger, mais il n'a pas tout compris. Et là, je ne parle pas de Benalla, mais même si je suis sûr, me dit-il, que c'est lui qui va faire tomber tout le monde. Alors ça, tu vas nous l'expliquer. Je dis, oui, je vais vous expliquer. Il ajoutait, comme d'habitude, je peux me tromper, mais pas de beaucoup. Donc, comme d'habitude, c'est lui qui a posé les questions. Il nous a demandé ce qui caractérisait désormais ce mouvement. Et comme de coutume, il a donné la réponse tout de suite. Ça ressemble à une révolte d'étudiants qui sont sûrs de ne pas avoir leur année. J'en ai connu des comme ça, des chahuts qui essayaient de cacher le fait que tu étais complètement dépassé, tu avais foiré ton année, du coup tu essayais de faire annuler l'examen pour tout le monde. Et bien là c'est pareil, sauf que l'examen c'est l'examen de la vie. La vie pour eux c'est une succession de partiels, si tu veux, pendant lesquels la moitié de la population qui a du mal à s'en sortir s'est aperçue au fil des années qu'elle n'avait pas le niveau. Le niveau de quoi? Le niveau qu'on exige d'elle dans tous les domaines pour faire illusion. Beaucoup d'entre eux sont au bout du rouleau, ça fait des années qu'ils essaient de donner le change, mais ils s'endettent financièrement, moralement, ils mentent surtout sur leur dernier salaire, leurs compétences, leur CV, ils se font virer de partout, personne n'en veut, même leur voiture ne passera pas le contrôle technique. Et cette histoire de contrôle technique, s'il y avait eu un seul psychologue au gouvernement, il se serait aperçu que c'est une terreur pour les gens, parce que c'est la métaphore exacte de ce qui leur arrive, une contre-visite. Mais comment je vais faire, se disent-ils, j'ai pas d'argent, je dois me servir de ma voiture. Pour la vie, c'est pareil. Je ne suis plus au niveau, je rame, je suis à sec le 15 du mois. Comment je vais faire? C'est très dur quand tu rentres chez toi et que tu mens à ta femme ou à tes enfants en leur disant qu'il va y avoir des licenciements économiques, alors qu'en fait, parallèlement, ils embauchent. Donc c'est pas qu'il y a trop d'employés, c'est toi qui es en trop comme employé. Il y a trop de gens comme toi, des gens qui savent pas installer une imprimante ou réparer le bac à papier, ou vendre aussi bien que leurs collègues, ou mentir à des petits vieux au téléphone. En fait, il y a de plus en plus de gens qui n'ont ni génie, ni formation, ni énergie, et qui sont incapables d'être utiles à la nouvelle économie, ne serait-ce que parce qu'ils ont des principes. Du coup, comme ils savent que la machine veut les tuer et qu'ils vont vers la faillite personnelle, ils veulent enrayer la machine avant. Et dans ce raisonnement, Macron ne répond jamais à la première inquiétude qui est « à quoi serais-je bon demain ?» Et la réponse est « je ne serai bon à rien ». En tout cas, à rien de ce que veut le système. Je ne sais déjà pas remplir ma déclaration en ligne, je ne sais ni parler ni écrire, j'ai un ordinateur qui rame, la DSL est nulle dans mon quartier, et on voudrait que je fonde une start-up par Internet sous prétexte que j'ai 32 ans, mais je ne saurais jamais faire. En plus, je suis déjà endetté jusqu'au cou. Du coup, je mets du sable dans les rouages pour conjurer le plus longtemps possible l'évidence que je suis de trop. Et après, ça débouche évidemment sur la violence qui est le seul moyen de garder prise sur les événements, de sortir de l'angoisse et surtout d'éviter de passer le contrôle technique en matière professionnelle et sociale. Donc le problème avec l'histoire du grand débat, là, c'est qu'il est fait pour dire aux gens « on va vous aider à passer le contrôle », mais la moitié d'entre eux n'a aucune confiance. Ils sont allés trop loin, ils veulent pas de contre-visite. Ils veulent planter la machine à humilier. Et comme il y avait un silence au comptoir quand il nous a dit ça, Gustave a ajouté « Moi, c'est comme ça que je le vois. » Moi, un peu aussi. Abonnez-vous, merci. Je reçois régulièrement une sorte de bulletin paroissial de la résistance à l'art contemporain, auquel j'emprunte ce sujet sans scrupule, d'ailleurs tellement sans scrupule que je vais les signaler à son auteur.
Cet auteur, ce curé de la paroisse des résistants aux contemporains grotesques, est un haut fonctionnaire assez amusant qui écrit sous un nom de femme et qui déteste pas ce qu'on appelle la modernité. C'est important de le préciser. Il n'est pas rétif à tout ce que font les artistes de beau et de bon, même dans le bizarre, le déjanté, l'abstrait, le sans tabou. Simplement, il supporte pas les tartuffes de l'art conceptuel, ceux qui vendent du néant très cher en intimidant les ignorants. Et ça tombe bien, Campagnol non plus ne les supporte pas. Il a monté, ce monsieur, une sorte de musée sur Internet dont vous trouverez l'adresse ci-dessous, mais je peux vous la dire, elle est facile à retenir, Nicole, comme le prénom, nicolemuseum.fr, où vous verrez que 95% des artistes français ont du talent, mais aucun pouvoir et pas beaucoup d'argent, ce qui rend insupportable l'existence des 5% qui sont, eux, des spéculateurs gavés d'argent public et qui font la loi. Je devine que vous avez déjà compris le parallèle avec une autre injustice, celle qui accable les gilets jaunes face à la caste de ceux qui légifèrent pour leur bien. Mais si nous en restions là, ce serait trop simple. Ce que je voulais vous décrire, c'est pas une simple oppression banale, la base contre les élites, la main-d'œuvre en détresse contre les apprentis sorciers de l'économie mondiale, les peuples contre les règles européennes. Non, je voulais vous décrire une tendance assez vicieuse, assez ridicule qu'on observe chez ces élites ainsi remises en cause. Cette tendance se résume ainsi. Lorsque vous détenez un privilège honteux depuis des années, en l'occurrence celui de ponctionner le budget de l'État pour vendre vos salades d'artistes nuls à la FIAC, à la Biennale de Venise, etc., eh bien, devant la vague montante des gilets jaunes, là, vous vous dites, essayons de sauver notre peau en nous faisant passer pour un ennemi du système dont nous avons tant profité. Donc ce monsieur dont je vous parlais, là, le gardien du musée nicolemuseum.fr, souligne avec beaucoup de vigueur que l'art contemporain, celui de la France des Gilets jaunes, que la France des Gilets jaunes appelle à l'art à la con, cet art qui pompe l'argent des impôts pour planter des machins épouvantables en inox ou en plastique à l'entrée des zones piétonnes de toutes les villes moyennes, cet art qui est l'expression même des privilèges à la française, vous savez le genre je connais le président de région donc je fais ce que je veux puis surtout je facture comme je veux, eh bien figurez-vous que cet art est en train d'essayer d'endosser le gilet jaune. Un peu comme ces passagers du Titanic qui se déguisaient en femmes pour monter dans les chaloupes. Vous allez me dire, hein, quoi, comment, est-ce possible? Eh bien, deux réponses. L'une que souligne mon auteur de blog, ce gardien du musée virtuel nicolemuseum.fr, à qui je fais beaucoup de pub, c'est que c'est tout de même dans leur logique tout ça. Ces gens vivent de budget public, de coups de téléphone bien placés, comme n'importe quel bureau d'études qui arrive à dévorer ses concurrents parce qu'il a l'appui du Conseil général. Du coup, ils sont contre Macron et la privatisation de toutes les instances de l'art contemporain, parce que si tout devient privé, disent-ils, c'est la logique implacable du commerce international qui va prévaloir, et donc parmi les milliers de petits médecins de Molière de l'art contemporain qui arrivent à survivre parce qu'ils sont plus ou moins mélanchoniens et qui connaissent tout le monde dans leur communauté de communes, eh bien, très peu seront admis au banquet du marché libre. Ces intermittents du talent là voudraient bétonner leurs contrats, leurs avantages, mais ils s'aperçoivent que nous allons vivre un moment de vérité. Alors ils se retournent contre les gros profiteurs dans leur branche pour essayer de faire croire à la foule qu'ils n'avaient pas pour ambition, eux aussi, de facturer au Conseil général n'importe quel morceau de bois trouvé à la perceuse. Et puis, il y a une autre raison qui n'a rien à voir avec les avantages matériels que l'on craint de voir disparaître, c'est le fait que plus on fait partie des privilégiés, plus on feint d'avoir d'amitié pour les gens qui ont du mal. Vous le voyez très bien quand le président de la République prend une tête de pleureuse là pendant ses allocutions à propos de la femme seule qui élève ses deux enfants. Les cyniques veulent absolument passer pour des rebelles gauchistes alors qu'ils circulent en Renault Safrane et que souvent ils n'ont même pas le permis à force de prendre des taxis. Vous retrouvez cette tendance à épouser le parti de l'adversaire chez tous les esprits faibles dans l'histoire de France et on est bien obligé de mettre en parallèle Philippe Égalité, le cousin de Louis XVI, qui a voté la mort du roi, avec Emmanuel Macron, qui nous explique à présent que, pas du tout, il n'a rien eu à voir avec la marche des affaires au temps où il dirigeait l'économie française, pour son Louis XVI à lui, François Hollande. Si Emmanuel Macron n'était encore, je veux dire en ce moment, qu'un jeune loup influent, plein d'ambition, et vous pouvez être certain, je vous fiche mon billet, qu'il porterait le gilet jaune. Parce que la nature de ces gens-là est d'épouser le point de vue de l'adversaire de manière préventive, pour désamorcer toute animosité, pour rester positif, etc. D'ailleurs, pendant tous les débats de la présidentielle, une fois sur deux, il a dit à ses adversaires « Je suis entièrement de votre avis ». Ce qui est le premier symptôme de cette maladie mentale dont nous allons voir, si elle continue ou non, à susciter le rejet, mais chacun a déjà son opinion là-dessus. Abonnez-vous, merci. Je connais un professeur de piano, à peu près de mon âge, c'est-à-dire avec une certaine expérience, que j'ai rencontré lors d'un concert à la ville voisine et qui est venu me voir chez moi au village la semaine passée. Nous avons eu une conversation vraiment très intéressante. Comme je lui décrivais les efforts souvent inutiles que déployaient certaines mères
d'enfants gâtés pour faire apprendre les rudiments du solfège à des gosses qui apprenaient ça un peu comme les maths ou la géographie, je veux dire sans plus d'intérêt, il m'a dit « Mais malheureux, vous avez raison, mais il ne faut pas les décourager car c'est eux qui nous font vivre. Nous, les profs de musique, nous sommes là pour entretenir l'illusion que ces gosses vont pouvoir interpréter un concerto à 13 ans, mais en fait non, enfin presque jamais, en tout cas pas ceux-là. Autant vous le dire, et je sais que vous, ça ne va pas vous choquer, me dit-il, avec les années, je suis devenu convaincu que tout est génétique, même et surtout l'apprentissage de la musique, enfin je veux dire le don, et je vais vous révéler un truc qui explique pourquoi les professeurs de musique sont comme les médecins de Molière, ils se prévalent de ce que fait la nature, et quand ça ne marche pas, ils disent que l'enfant n'a pas été assez docile. En fait, toute la réputation d'un professeur de piano, ou de violon, ou de guitare, mais prenons le piano puisque c'est mon domaine, toute la réputation, dis-je, repose sur le fait que certains de ses élèves sont devenus excellents tout seuls en 2 ou 3 ans. Du coup, les autres parents se disent « Parfait, parfait, j'inscris mon fils chez le même professeur afin que lui aussi joue Chopin divinement à 9 ans et demi. » Mais ça ne marche pas comme ça du tout. Il y a ceux chez qui ça vient tout seul, en effet, et les autres. Les bons professeurs sont ceux qui ne dégoûtent pas l'enfant au début et qui éventuellement le corrigent s'il bâcle un peu, mais le meilleur des professeurs est incapable de transformer un cheval de trait en pur sang. En musique, c'est pire que dans les autres domaines. Il y a des enfants très bons sans effort, et des enfants qui comprennent naturellement comment ça se passe, qui voient la musique comme une espèce de paysage, comme une maison, qui s'amusent dans toutes les pièces, qui découvrent. Et quand vous vous apercevez que vous avez un gosse comme ça entre les mains, je vais vous parler franchement, le problème est de le garder suffisamment auprès de vous pour qu'il vous fasse une bonne publicité, tout en ne gâchant pas sa carrière, parce qu'il y a un moment où il aurait besoin d'un meilleur professeur que vous. Et c'est pas si rare. C'est d'ailleurs là tout le paradoxe. Les élèves qui vous font de la pub sont ceux dont vous vous séparez le plus vite. Et ceux qui vous font vivre, qui vous assurent votre salaire, sont ceux que vous suivez pendant 10 ans. Et je vais vous dire, c'est encore pire que ça. Vous finissez par détester les musiciens qui jouent comme ça décemment, mais simplement parce qu'ils sont intelligents. Vous savez, ceux qui regardent la partition tout le temps, qui jouent jamais rien le nez en l'air pour le plaisir. Un moment, je faisais justement ce test. Je disais à des enfants qui apprenaient la musique avec moi depuis 1 an, je vais te faire entendre une chanson ou un petit air de Schumann, puis tu vas essayer d'improviser des variations autour de ce que tu entends. J'ai arrêté très vite, parce que le test était accablant pour la plupart. Vous aviez des gosses assez fiers, là, devant leur famille, d'interpréter un petit Chopin, mais le jour où vous leur demandiez de faire ce qui leur passait par la tête, sans partition, vous aperceviez qu'il ne passait rien par leur tête, c'était le désert. Et je vais vous dire un truc qui va vous amuser pour votre chronique, puisque vous parlez souvent là du Pinocchio de la politique française, le président Macron. Vous savez qu'il est pianiste. Si, il a fait 10 ans de piano, me dit-il, enfin il paraît. Il est exactement dans cette catégorie-là, parce qu'il y a un truc extrêmement bizarre. Par déformation professionnelle, j'ai cherché sur Internet pour le voir jouer, même à 17 ans, même lors d'une fête de fin d'année. Mais alors, rien du tout, on ne trouve rien. Il y avait pourtant des caméscopes à l'époque, des parents d'élèves qui filmaient, mais depuis qu'il est élu, on n'a trouvé aucune bande qui le montre en train de jouer. Bon, alors je ne vais pas faire mon complotiste, c'est possible après tout, mais ce qui est moins compréhensible, c'est que frimeur comme il est, m'as-tu vu comme il est, alors qu'on nous dit que ça fait partie de ses talents, on l'a jamais vu faire son numéro au piano, même pour des variations au clavier sur Happy Birthday. Eh bien, je vais vous dire, me dit-il, c'est parce qu'il ne sait pas faire sans partition, c'est un bachoteur, il n'a pas la portée devant lui, il ne sait rien faire. Et encore, il a besoin probablement de répéter, sans ça, on l'aurait vu jouer dans tous les portraits télévisés qu'on a pu visionner. C'est ce que j'appelle ça les pianistes de curriculum vitae. Ça fait bien dans un curriculum, mais ça fait aucun bien à la musique. Ce qui fait du bien à la musique, c'est les gens nés comme ça. Mais si vous dites un truc pareil, me dit-il, à l'inspection académique, on vous dit, mais malheureux, on ne naît plus musicien de nos jours, c'est fini. Vous pensez, on en est à se demander si on naît homme ou femme. Alors, c'est pas le moment de nous dire que le don de départ, ça existe, vous êtes fous. Eh bien moi, me dit-il, depuis ce jour-là, je suis entré en résistance. Et moi, en le quittant, après cette conversation, je lui ai demandé où on s'inscrivait pour faire partie de son maquis de résistants là. Il m'a dit, je vous le ferai savoir, mais ça s'organise. Dès que les pianistes de curriculum auront dégagé, on va faire monter les gens qui ont du génie. Et il m'a semblé qu'il utilisait là une métaphore. Je ne sais pas laquelle. Abonnez-vous, merci. Il y a longtemps, je vous ai parlé de cet artisan plombier de chez nous qui avait un peu bourlingué, qui avait fait des travaux chez un académicien à Paris, qui avait toujours une anecdote sur les bizarreries de ses clients. À présent, il est retraité, mais il a un grand ami dans la région parisienne qui a une propriété, une grosse ferme qui est aussi son atelier, et chez qui j'ai déjeuné l'autre jour, parce qu'il voulait absolument me le faire rencontrer, parce que nous avions des intérêts en commun et des choses à nous dire.
La première raison pour laquelle nous avions des choses à nous dire, en effet, c'est que j'ai fait les beaux-arts en sculpture et que lui est fondeur du côté de Melun parce que son père l'était. Il fait donc des moules en cire perdue, des contre-moules, des chapes pour couler dedans du métal en fusion. Donc en principe, vu notre âge, nous avions en effet des intérêts communs qui se situaient plutôt du côté de la sculpture classique et des méthodes anciennes de moulage. Mais il se trouve que j'ai suivi un peu, et même beaucoup, l'évolution des techniques jusqu'à donner récemment dans l'impression 3D. C'est pour ça que notre ami commun voulait que nous nous rencontrions. Il lui disait depuis 5 ans, il faut absolument que je m'y mette. Et notre ami donc a répondu, mais tu devrais voir ce type, donc il parlait de moi, il a 3 machines au village, il nous fait des prototypes, parfois il reproduit des pièces de voiture, donc on se rencontre. Je tombe là sur un grand moustachu assez maigre avec un nez de cardinal qui nous propose, avant le déjeuner, de faire un tour dans ses ateliers, 2 dépendances d'une ferme carrée refermée sur elle-même, le tout en race campagne au sud de Paris. Je lui demande si ça marche, son affaire, pendant qu'il ouvre la remise principale. Il me dit oui, assez bien, depuis que j'ai arrêté de travailler pour le ministère de la Culture. Pourquoi? Parce que c'est, grosso modo, c'est des branleurs. Au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'ils font appel aux 2 ou 3 mêmes fournisseurs, et comme j'étais de droite, ils ont préféré ceux qui travaillaient moins bien, mais qui pensaient comme eux. Mais on pourrait dire la même chose de plein de domaines en France, j'imagine. La littérature, par exemple, lui est suggérée. Donc, nous entrons dans son bâtiment, et pendant qu'il continue à nous expliquer pourquoi son petit business a été sauvé dans les années 2000, je jette un œil effaré sur les successions de moules numérotés, chacun avec leur étiquette, sur les 2 fourneaux, le grand, le petit. Il y a des apprentis qui nous saluent, ça sent le métal fondu, un peu comme les freins qui ont chauffé sur une voiture. Et puis surtout, il y a une longue table métallique qui repose sur 2 rails de chemin de fer. Et puis il y a les productions récentes, presque finies, là, qui sont en plein travail de patine. Et là, je lui demande, mais par qui il a remplacé la commande publique? Et il me répond, mais par la commande privée, pardi. Vous voyez pas ça? Et donc, il me désigne les pièces livrées au ponçage, là, qui sont toutes du même métal, de la même couleur que les sculptures de Rodin, cette espèce de bronze qui hésite entre le noir, le marron, le vert. Et soudain, je m'avise que les 2 tiers d'entre elles représentent des personnages de bande dessinée, ou celui d'un jeu vidéo qui s'appelle Super Mario, ou encore le genre Iron Man avec des carapaces partout. Sauf, me dit-il, que là, c'est pas du plastique, ça fait 150 kilos et c'est destiné au salon de ces messieurs-dames à Saint-Tropez ou à Megève. Ou parfois, ça fait portier à l'entrée des boîtes. Donc, pour résumer, j'ai, me dit-il, principalement une clientèle de gros cons. Et là, il s'accoude sur une statue sortie de la guerre des étoiles. Je lui demande à quand remonter la dernière fois où il avait moulé une statue de saint ou de paysanne. Il me dit, vous devez avoir 30 ans. À présent, on voit très bien dans ce domaine la séparation entre riches et pauvres, mais surtout l'absence totale de culture. Il n'y a pas un seul de ces clients qui me paye des moulages à 10 000 euros qui savent qui était Barry ou Thorvaldsen ou Carpeau. Je crois que les chevaux et les chiens sont les derniers modèles normaux que j'ai faits. Tout le reste, c'est du contemporain avec des personnages de bande dessinée, des robots, mais c'est payé en temps et en heure, puis c'est commandé par des gens qui veulent de la perfection sur du rien, évidemment, le genre Jeff Koons. Donc je vous passe sur le reste de notre conversation, mais au repas, quand il m'a interrogé sur mes 2 ans d'expérience avec l'impression 3D numérique, c'est-à-dire avec des machines, vous savez, qui crachent du plastique sur une plaque de verre, je lui ai dit que la quasi-totalité des gens qui se vantent de leurs exploits dans ce domaine, preuve à l'appui sur Internet, vous montrent quoi? Eh bien, ils montrent la Reine des Neiges en plastique métallisé, ou des figures du cinéma de science-fiction, ou des têtes d'extraterrestres. Ils promènent leur caméra là, de YouTube sur la texture en disant « Regardez cette finesse, ces angles nets », mais les statues elles-mêmes sont toutes des nullités pour enfants de 12 ans. Donc nous sommes tombés d'accord, lui et moi, sur une chose, c'est que la fameuse disparition de la classe moyenne a eu son effet aussi dans l'art. Ce qu'il appelle les gros richards, les seuls qui aient les moyens d'entretenir les ateliers qui autrefois faisaient des statues équestres, commandent désormais, me dit-il, des merdes d'1 tonne à 15 000 euros et tu te retrouves à polir pendant des heures un goldorak de 2 mètres. Et de mon côté, là c'est moi qui parle, donc quand on me réclame quelque chose, c'est une Reine des Neiges, moi aussi en plastique ou un ballon de foot, et nous avons dit la même chose l'un et l'autre, ça vaut quand même pas la peine d'avoir fait les beaux-arts. Il est vrai que pour ma part, en 2 ans de Beaux-Arts, je n'ai vu mon professeur que 2 fois. Il vendait à l'époque des cubes en inox pour les centres commerciaux du Canada. Et quand il tombait sur une imitation de Rodin, il disait « Qu'est-ce que tu veux prouver ?» Il me dit, mon hôte là me dit « J'ai presque eu le même. » Mais moi, je lui répondais « Je veux prouver que vous êtes un cornichon qui vole des budgets publics. » Ça, c'est bien fait. À présent, ils ne veulent même pas de ces cubes en inox, ils veulent des Mickey. Abonnez-vous, merci.